Alors, je disais dans le sommaire, il semble qu'on ait des signaux plutôt au vert en ce moment en France pour travailler ce sujet de la souveraineté numérique, de notre indépendance et notre protection technologique. Ce sera le sujet à la une de Smartech avec Jean-Paul Smets, fondateur de Rapid Space, et Stanislas Derémur, cofondateur d'Oudrive. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être avec nous en plateau ce matin. On va débattre ensemble de ce sujet de souveraineté tech, mais pas tout de suite. On va commencer avec l'actualité. C'est Philippe Jauneau qui l'a fait aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Avec un projet dans le domaine de la sûreté nationale et une première expérimentation qui démarre à Cannes. Vous allez nous en parler. Vous êtes le fondateur et PDG de C2I Télécom, qui est donc spécialisé dans ces systèmes automatisés de gestion de crise et de systèmes d'alerte. Alors, ce projet, il s'appelle Puma X. C'est ça. Pumex, c'est un projet mené avec un consortium de 6 entreprises et un laboratoire. Et donc, ce sont tous des acteurs qui agissent pour la gestion de crise. Et donc, le but, c'est de faire un seul logiciel et un seul programme pour que nos clients puissent gérer des crises avec tous les outils sous la main sur une même interface. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous partez d'un constat qui est lui-même quand même assez alarmant. Vous nous dites aujourd'hui, la gestion de crise a ses limites. Oui, aujourd'hui, dans la gestion de crise, on a beaucoup de mairies, collectivités locales qui sont donc responsables de la protection des biens et des personnes. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur des crises, ne serait-ce qu'inondation, ces mairies sont assez dépourvues de systèmes d'alerte. Mais il y a une crise en particulier qui a été un déclencheur, un événement qui a été pas suffisamment bien géré. En général, les collectivités qui s'équipent de moyens d'alerte, même s'ils sont disparates, arrivent aujourd'hui à gérer, anticiper et mobiliser les moyens pour sauver les personnes. Par contre, quand on n'a pas ces moyens pour anticiper, on subit la crise. Et là, ça devient très compliqué pour mettre. Et c'est le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est plutôt, on subit les crises ? Dans beaucoup de domaines, oui. Quand on n'a pas de moyens d'alerte, aujourd'hui, on subit la crise. On peut pas anticiper. Dans quel domaine en particulier ? Ne serait-ce que les inondations. Pourtant, dans le consortium, on a une société qui s'appelle Predict Service, qui est une société qui va prévoir les aléas climatiques de manière très précise sur le secteur. Donc les clients qui sont Predict Service savent pas mal de temps à l'avance ce qui va vraiment se passer sur leur secteur d'activité, donc, enfin sur leur secteur de la collectivité, et donc peuvent prendre des moyens et des dispositions pour évacuer des secteurs qui vont être inondés. Quand on n'a pas ces moyens d'alerte, si on a les moyens d'alerte au niveau du département, on ne sait pas trop ce qui va se passer vraiment précisément sur la collectivité. Et là, on a un risque climatique de toute façon qui est grandissant. Donc, a priori, c'est le type de gestion de crise qu'il va falloir vraiment rendre opérationnel et automatiser autant que faire se peut. Comment est-ce qu'on repense complètement justement cette gestion de la crise et des systèmes d'alerte à la population ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'il faut remettre en question ? Il faut remettre tout à plat. Il faut vraiment faire rentrer dans les collectivités locales, surtout au niveau du maire, qu'il faut qu'il s'équipe de moyens d'alerte. C'est vraiment le nœud, en fin de compte, de l'alerte, c'est avoir les moyens d'alerte. Une fois que vous avez les moyens d'alerte, vous pouvez mobiliser telle équipe de secours, évacuer tel secteur. Et donc, parce qu'on a un système d'alerte national aujourd'hui, on a une application qui fonctionne. On a la sirène, donc le RRA. Il y a aussi la sirène, mais il y a aussi une application. Alors, l'application SAIP a été abandonnée en 2018. Mais oui, mais il y a une nouvelle version. Non, il y a ce qu'on appelle le FR Alert qui a été mis en place à partir du mois de juin de cette année. En fin de compte, qui est une directive européenne qui demande à ce que tous les pays européens s'équipent d'un moyen d'alerte où on n'est pas obligé d'inscrire les gens au préalable. Donc, sur le FR Alert, il y a deux voies d'alerte. Il y a ce qu'on appelle la radio. Oui. Donc là, c'est tous les mobiles connectés sur le réseau radio, une partie du réseau radio GSM, qui va recevoir un message d'alerte. Mais c'est comme l'autoradio de la voiture. Quand vous l'allumez, vous ne savez pas qui reçoit l'alerte. Il ne faut pas répondre, donc vous diffusez. Et puis après, donc, il y a un deuxième volet de FR Alert qui est le SMS géolocalisé. Et donc, ce deuxième volet passe par les antennes GSM et le SMS. Et du coup, on peut avoir un risque d'encombrement. Donc, ce moyen est vraiment plus géolocalisé que le moyen, donc le cell broadcast, la diffusion cellulaire. Et alors, vous, votre réflexion, qui est une réflexion technologique, puisque vous m'avez dit qu'en fait, vous travaillez à une plateforme de système d'alerte qui soit dans le cloud, donc c'est un choix technologique. Comment elle vient en support à ce système ?
Alors justement, le FR Alert va être un moyen d'alerte global sur une zone très étendue. Ça va convenir à des incidents comme Lubrizol, comme les attentats d'envergure importante. Par contre, on a besoin de moyens d'alerte géolocalisés. Si on a un client, par exemple Chamonix, qui a des couloirs d'avalanche, si on utilise FR Alert, on va couvrir toute la vallée plus une partie d'une autre vallée. Oui. Alors que ça ne concerne qu'un seul couloir d'avalanche. Et on sait bien qu'un maire ne veut pas prévenir toute une population si ça ne concerne qu'une petite partie de la population. Donc on va avoir besoin de ces moyens d'alerte très précis, très géolocalisés, d'où le consortium. Et donc dans ce consortium, on a plusieurs logiciels qui vont gérer la crise. Je peux les citer. Donc il y a la partie... il y a des entreprises privées et aussi la recherche académique qui est impliquée. Le laboratoire IMRED qui est basé à Nice, la partie main courante Janua, qui est un logiciel qui a mobilisé les moyens, qui va enregistrer minute par minute tout ce qui va se passer, la partie Predict Service pour les prévisions météo, la partie JPE qui est toute la partie réglementaire de la solution, la partie donc IGO qui est la partie visualisation 3D des territoires, et puis pour nous la part donc justement le moyen d'alerte sur le territoire, que ce soit par des moyens donc de téléphone, SMS, courrier électronique, télécopie, réseaux sociaux, panneaux messages variables, sirènes et tout ce qui peut se connecter. Et comment on fait s'il n'y a plus de connexion? Ça fait partie des scénarios de crise, ça. Tout à fait. L'alerte justement c'est avant qu'il n'y ait plus les moyens de communication. La prévention, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une information sur un aléa climatique, un aléa technologique, et pendant qu'on a les moyens d'alerte, il faut prévenir tout de suite. Une fois qu'on est dans la crise, c'est différent. On n'a pas forcément les moyens sous la main, et puis on doit gérer la crise. Et on n'est plus dans l'alerte. Il faut qu'on diffuse des messages de conduite à tenir, etc. Qu'est-ce que ça change de passer sur une plateforme dans le cloud? Est-ce que c'est forcément plus sécurisé d'ailleurs? Oui, aujourd'hui on a des experts du cloud. Oui, aujourd'hui dans le cloud on peut quand même sécuriser les données. Sans ça, ça serait compliqué de vivre aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses et de données importantes qui sont dans le cloud. Le cloud, ça permet justement d'avoir des moyens d'alerte qui ne sont pas physiquement sur un lieu qui pourrait être inaccessible. Donc le cloud va permettre de déclencher des campagnes d'appel d'alerte, de gérer sa crise, d'ouvrir une main courante, de prévenir des secours à droite et à gauche sans avoir besoin d'un poste référencé. Alors qui va être opérateur de cette plateforme? Alors pour les collectivités locales, puisque c'est une cible importante de Puma X, ce sont les collectivités locales, mais ce sont aussi les SAMU, les pompiers, les grandes entreprises pour les plans de reprise d'activité ou de continuité d'activité. Donc effectivement, là, tous ceux qui ont à gérer des personnes de manière importante pour prévenir d'un aléa vont utiliser ce genre de plateforme. Mais qui va l'opérer, je veux dire, au sens technologique du terme? Dans les mairies, par exemple, c'est les petites mairies, ça va être le maire et des adjoints. Souvent aussi la police municipale, sur des mairies... Donc c'est eux qui vont alimenter en données, c'est ça la plateforme? Alors, nous, en tant qu'acteurs de la gestion de crise Puma X, on a déjà des données qui sont collectées, qui existent, notamment dans les annuaires universels. Dans la gestion de crise, il y a les ressources qui sont présentes. Et donc, on va alimenter, justement, l'intérêt, c'est que chacun a déjà des bases de données, et on va les mettre en commun pour avoir donc des informations complémentaires et une base de personnes alertées importante. Et donc... ceux qui vont opérer, c'est, comme je disais, la police municipale ou dans des villes plus structurées. Mais parce que cette plateforme qui rassemble un ensemble de données, c'est pas forcément des données qui sont adaptées à une situation de crise très précise ou très locale ou adaptées aux problématiques d'une collectivité. Tout à fait. La force de Puma X à la base, c'est justement la base de contact. Aujourd'hui, on demande aux gens de s'inscrire parce qu'il y a cette partie RGPD où il faut consentement, etc. Ce qui est la différence avec FR Alert, justement. Et puis, donc, on mixe ces différentes bases de données. Donc, l'important, c'est d'avoir les personnes dans la base de données à contacter, soit pour mettre en œuvre une fonction, une ressource, ou soit pour prévenir les habitants de l'aléa qui arrive. Et alors là, donc, ça se passe à Cannes. On a une première expérimentation. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs concrètement? Comment vous allez pouvoir tester, mettre à l'épreuve cette plateforme? Alors à Cannes, c'est le premier client justement qui va utiliser 4 briques de Puma X qui sont justement la géographie 3D, l'automate d'appel d'alerte et la main courante et la prévision météo très localisée avec Predict Service. Et donc l'intérêt c'est d'avoir plus qu'une seule interface pour pouvoir piloter l'ensemble de ces moyens d'alerte. Quand vous parlez de cartographie, c'est-à-dire que chaque localité a été cartographiée en 3D. On a un jumeau numérique en construction de la France. Tout à fait. Et donc justement, le jumeau numérique est intéressant parce que vous pouvez mettre en œuvre des actions de prévention et plusieurs et voir celle qui va fonctionner le mieux.
Merci beaucoup Philippe Jonot, PDG donc de C2I Télécom pour ce premier éclairage. On continuera d'en parler. J'imagine que vous avez au moins une question. C'est à qui vous avez confié l'hébergement. Quel est votre hébergeur de ces données? Alors aujourd'hui on a plusieurs hébergeurs puisque chacun a ses briques. En ce qui nous concerne, on est hébergé à la fois chez Global Switch et à la fois chez Atos à Angers. Mais d'autres partenaires ont déjà leurs hébergements. Et pour les jeux de test que l'on mène actuellement avec Cannes, c'est l'IMRED qui s'occupe de l'hébergement temporaire de la maquette. D'accord. Merci beaucoup. Philippe Jonot, PDG de C2I. Vous restez avec nous pour la suite de Smart Tech. On va parler de souveraineté numérique.